Avant la guerre, la rue Krormalna comptait 95 immeubles et bâtiments. Aujourd'hui, seuls 6 ont survécu dans leur état d'origine, 2 partiellement, et l'un d'eux a été démoli en 2012. De novembre 1940 à août 1942, une partie de la rue fut intégrée au petit ghetto jusqu'à sa liquidation. 2 ans plus tard, lors de l'insurrection de Varsovie en 1944, la rue fut entièrement dévastée. Les sources iconographiques étant rares, ce film présente quelques photographies d'avant-guerre ainsi que des séquences tournées sur les immeubles encore existants de la rue Krormalna. Pour compléter ces témoignages, certaines prises de vue ont été réalisées dans le quartier de Praga, sur la rive droite de la Vistule. Épargnées en partie par les destructions, ces perspectives rappellent celles qu'offrait la rue Krormalna avant la guerre. Les bougies étaient allumées, tout était net et bien rangé. La Rebbetzin et Tirelé portaient leurs vêtements du Shabbat. La Rebbetzin en perruque bien peignée et longue robe décorée d'arabesques, et Tirelé en blouse blanche et jupe étroite noire. Le rabbin chanta le Sholem Aleichem et la prière de la Eisheraïl. Il prononça le kiddush et donna un peu de vin à boire à Max. Ce dernier dit la bénédiction, tout comme les autres, sur la ralla, le pain blanc natté recouvert de graines de pavot. Les plats, le gefilte fish, la soupe au poulet et au riz, la viande, les tzimes, avaient le bon goût des choses faites à la maison. Entre chacun, le rabbin entonnait des cantiques du Shabbat et les 2 petits garçons l'accompagnaient. La rue Krormalna fut ouverte au XVIIe siècle afin de relier la juridiction de Djebouf vers la juridiction de Vielopole à l'ouest. À l'époque, Djebouf n'était encore qu'un village, rattaché plus tard à la ville, là où se trouve aujourd'hui la place Djebovski. La rue, bordée de maisons en bois, s'ornait à la belle saison de lavande. On l'appelait alors Ulitsa Lavendova, la rue des lavandes. Ce n'était encore qu'un chemin de terre, peu habité, entouré de jardins. Vers 1770, elle prit le nom de Krormalna. Une fabrique d'amidon, Krormal, en polonais, s'était installée au numéro 3, tenue par la famille Wesołowski. À la même époque, les constructions se multiplièrent, 4 brasseries, une quarantaine de maisons. Les Juifs y vivaient déjà, établis dans la juridiction de Djebouf, depuis leur expulsion de la vieille ville au XVIe siècle. C'était une population modeste, vivant de petits ateliers et d'échoppes, côtoyant une foule plus marginale, pauvres airs, voleurs, prostituées. Peu à peu, la rue se densifia. Juifs et Polonais s'y installèrent, mais chacun dans sa partie. Et les Juifs à l'est, dès l'entrée de la rue, les Polonais à l'ouest, en direction du quartier ouvrier de Wola.
La rue Gélazna marquait la limite, une zone de cohabitation encore visible dans l'annuaire téléphonique de 1939. La fabrique d'amidon, d'abord installée au numéro 3 et qui donna son nom à la rue Crormalna, fut transférée en 1842 au numéro 18, après le décès de son propriétaire. Sa veuve, Anna, en assura la direction jusqu'en 1857. Dès le milieu du XIXe siècle, le début de la rue connut de graves problèmes de salubrité, tant pour l'habitat que pour la propreté des lieux. À cette époque, on dénombrait 8 salles de prière dans la rue Crormalna, réparties dans les immeubles des numéros 3, 5, 6, 17, 19, 22, 37 et 49. Un mikvé, les bains rituels, se trouvait au numéro 5 et était tenu par Yudka Haber-Grutz. Dès 1828, une école rabbinique fut établie au début de la rue sur une parcelle appartenant à Youssef Yanash, un commerçant et entrepreneur juif. C'est sur ce même terrain qu'en 1884, son fils Adolphe Yanash fit construire le Bazar Yanash. Le conseil de cette école comptait parmi ses membres le célèbre Abraham Stern, inventeur de l'une des toutes premières machines à calculer en Pologne. En 1838, l'école fut transférée vers la rue Nalewki, au cœur du quartier juif. En 1891, la rue Crormalna comptait 137 maisons en dur et 85 en bois. On y dénombrait 1879 appartements et pièces et plus de 300 locaux divers, pour une population avoisinant les 11 000 habitants. Il n'existait aucune installation d'eau courante, sauf à proximité du croisement avec la rue Gélazna. Les habitants devaient s'approvisionner au point d'eau, situé dans les cours, où l'eau, de mauvaise qualité, favorisait la propagation des maladies infectieuses. La proximité du bazar Yanash, de la halle Gochtchine-Dvour, puis des halles Mirovski, fit de Crormalna une rue commerçante animée. Épiceries, boucheries, poissonneries, échoppes de toutes sortes. La population demeurait populaire. La partie juive de la rue Crormalna, dans sa section est, jouxtait les halles marchandes du quartier de Gélazna-Brama, la Porte de Fer. Ce secteur très commerçant constituait la deuxième concentration juive de la capitale, après le quartier de Muranov. La halle Gochtchine-Dvour fut construite en 1841, au début de la rue Crormalna, sur l'emplacement d'un ancien marché. Elle abritait environ 160 boutiques, essentiellement tenues par des marchands juifs. La halle disparut sous les bombardements allemands en 1939. Tout le quartier de Gélazna-Brama comptait principalement des habitants juifs. Plusieurs salles de prière et synagogues occupaient des maisons autour de la halle et des écoles juives y fonctionnaient également. Le bazar Yanash, édifié en 1884, était une vaste halle en forme de fer à cheval, entourée de bâtiments abritant magasins et échoppes. On y vendait toutes sortes de produits, de la nourriture et dès le milieu des années 1920, du poisson en particulier. Des centaines de juifs y travaillaient. On y trouvait une grande variété de fruits, les viandes étaient débitées sur des billots de bois et des plats chauds y étaient servis. Très populaire, ce marché était fréquenté majoritairement par la population juive. Il fut détruit lors de l'insurrection de 1944. Nous entrâmes Kourianache et nous le rendîmes aux abattoirs. Les mêmes murs tachés de sang, les poules et les coqs allant à la mort en criant de la même voix. « Qu'ai-je fait pour mériter ça? Assassin !» Le soir était tombé, et la lumière crue des lampes se reflétait dans les couteaux des sacrificateurs. Des femmes se pressaient vers eux, chacune avec une volaille.
Des porteurs chargeaient des paniers de bêtes mortes et les emportaient pour les donner à plumer. Cet enfer rendait dérisoire toutes ces inepties au sujet de l'humanisme. Cela faisait longtemps que j'envisageais de devenir végétarien. Et à cet instant, je fis le serment de ne plus jamais toucher à un morceau de viande ou de poisson. Les halles Mirovski, construites au tournant du XXe siècle, accueillaient plus de 900 kiosques et étals où l'on vendait produits alimentaires et articles ménagers. Juifs et Polonais y travaillaient côte à côte. Détruites pendant l'insurrection de 1944, elles furent restaurées après la guerre et existent encore aujourd'hui. Isaac Bashevis Singer de son nom polonais, arriva en 1908 avec sa famille rue Krormalna. Ils s'installèrent au numéro 10 dans un immeuble appartenant à Leizor Israelowicz Pciepiórka, un riche juif orthodoxe. Le logement était modeste, sans électricité, avec des parties communes sombres et sales. En 1914, la famille déménagea au numéro 12, un appartement plus fonctionnel et confortable, équipé de gaz. Cet immeuble communiquait par une porte cochère avec la place des Halles Mirovski et abritait 2 salles d'études assidiques. À cette époque se trouvait dans cet immeuble un commerce de fruits tenu par Raïm Birnbaum. À côté s'étendait une placette, Pletz en yiddish, où se croisaient religieux, enfants, voleurs, boutiquiers et prostituées. Nous arrivâmes à ce qu'on appelait la place. C'était toujours plein de prostituées, de souteneurs et de petits truands vêtus d'une veste déchirée et la casquette rabattue sur l'œil. De mon temps, le grand Manitou du coin, c'était Itché l'aveugle, chef des voleurs et patron des bordels, un crâneur qui portait toujours un couteau sur lui. Quelque part au 11 ou au 13 habitait la grosse Reitzellé qui pesait plus de 130 kilos. On disait qu'elle faisait de la traite des blanches avec des proxénètes de Buenos Aires. On pouvait jouer à un grand nombre de jeux sur la place. En tirant un numéro dans un sac, on pouvait gagner un sifflet d'agent de police, un gâteau au chocolat, un porte-plume avec une vue de Cracovie, une poupée qui s'asseyait toute seule et qui disait « Maman ». Il y avait des tailleurs, des cordonniers, des scribes, des petits commerçants avec des échoppes sombres où l'on vendait tout ce que le monde avait de vieux et d'oublié. Des boutons sans veste, des livres sans couverture, des chandeliers cabossés et même des larmes parfois. Il y avait des femmes usées, des hommes courbés, des jeunes filles rêveuses. Il y avait surtout cette foi rugueuse, obstinée, que rien ne pouvait entamer. Coupure de presse, 1905. La grève générale de juin à Varsovie a partiellement réussi, paralysant le centre-ville et le quartier juif. Dans la rue Krormalna et 2 rues voisines, des barricades surmontées de drapeaux rouges sont érigées avant d'être détruites par la troupe. Les affrontements avec les Cosaques font plusieurs blessés. Max traversa la rue, franchit la grille et s'engaga sous le porche à peine éclairé par une minuscule lampe à pétrole. Il s'immobilisa un instant et regarda la cour. À la lumière venue des fenêtres, il vit une boîte à ordures, un mur nu, un cabinet d'aisance. Il se faisait tard, mais partout les gens travaillaient encore. On entendait le ronron des machines à coudre, le choc des marteaux des cordonniers, tout un tintamarre qui aurait pu faire croire qu'on se trouvait dans une usine.
Coupure de presse, 1877. Des agents de la sûreté ont arrêté dans un café de la rue Krormalna, situé dans le quartier israélite de Varsovie, 70 membres du Parti démocrate socialiste. 30 des personnes arrêtées sont des agitateurs et des meneurs de grève. À la maison de prière de Neustatter, les bougies et les lampes à gaz étaient déjà allumées. Les Hasidim s'activaient en cafetan de satin et bonnets bordés de fourrure. Ils commençaient à réciter le cantique des cantiques. Voyant que le rabbin amenait avec lui un juif moderne, ils s'approchèrent pour leur souhaiter la bienvenue. Dans chaque coin, chaque petit recoin de la rue Krormalna, les préparatifs du Shabbat battaient leur plein. Les boulangers transportaient non plus des miches de tous les jours, mais des rallas, les pains blancs tressés, des stritzel, autres sortes de pains blancs et des gâteaux. Les hommes revenaient du bain rituel, comme le montraient leurs visages rouges, leurs barbes et leurs papillotes humides. Ici et là, les portes des boutiques se fermaient. Par les fenêtres ouvertes, on voyait des femmes et aussi des hommes en train d'installer les bougies en les fixant solidement avec de la cire fondue. Les jeunes filles portaient la marmite de cholent chez le boulanger. En novembre 1940, la partie est de la rue Krormalna, à forte concentration juive, fut intégrée au petit ghetto. La limite ouest était marquée par une séparation reliant les immeubles 54 et 57. Une porte du ghetto s'ouvrait au niveau du numéro 29, l'ancienne caserne de gendarmerie restée hors de la zone de confinement. L'orphelinat de Janusz Korczak, installé au 92, à l'extrémité ouest de la rue, dut déménager dans le petit ghetto au 16 de la rue Chienna. Seul le bazar Yanash, au numéro 2 et 4 de la rue Krormalna, demeura dans le ghetto et continua de fonctionner un temps. La halle Goshtiné Dvour, détruite en 1939, se trouvait aussi à l'intérieur, tandis que les halles Mirovski restaient en zone aryenne. En décembre 1941, la portion située à l'ouest de la rue Gelazna fut exclue du ghetto. Une passerelle fut alors construite afin de relier le petit ghetto au sud au grand ghetto au nord. Témoignage de Abraham Levin. Une amie qui habite rue Krormalna m'a raconté avoir vu depuis sa fenêtre un sac de provisions passer clandestinement à travers la clôture de fil de fer. La scène s'est déroulée sous les yeux d'un policier polonais en faction qui n'est pas intervenu. La même amie de la rue Krormalna a raconté qu'un gendarme, du côté aryen, avait ordonné à une fillette juive de 10 ans de transporter des briques. La fillette ayant refusé et défié l'homme, celui-ci lui a tiré dessus et l'a tuée sur place. Témoignage de Rachel Auerbach. Lors du transport du corps de l'enfant depuis l'appartement situé rue Krormalna, on a constaté qu'il manquait un morceau d'une fesse. L'enquête a révélé que ce morceau de chair avait été découpé par un membre de la famille. Je ne sais pas si c'était la mère afin de préparer un repas. Frankenstein travaille aujourd'hui à la sortie de Krormalna et dès le matin, les résultats sont là. Une personne tuée et 2 blessés. Frankenstein
était le surnom donné par les habitants du ghetto au SS Joseph Bluch, connu pour assassiner délibérément des juifs dans le ghetto. On distingue sa silhouette sur l'une des photos les plus emblématiques du ghetto de Varsovie. Le petit ghetto fut démantelé lors des grandes déportations de l'été 1942. L'orphelinat disparut. Janusz Korczak accompagna ses 200 enfants jusqu'à Lumschlagplatz, d'où ils furent déportés à Treblinka. Les Polonais reprirent alors possession de la rue, vidée de ses habitants juifs, certains retrouvant les appartements qu'ils avaient eux-mêmes dû abandonner lors de la fermeture du ghetto. Le bazar Janasz rouvrit. Mais, comme le reste de Varsovie, la rue Krormalna fut entièrement détruite lors des combats de l'insurrection de 1944. Avant la guerre, le propriétaire de l'immeuble numéro 28 était Zofia Ehrenkreutz. Habitait là Brain Tiriosek. Durant la période du ghetto, un centre pour déplacés accueillait 45 personnes. Avant la guerre, le propriétaire de l'immeuble numéro 30 était Ernst Nussbaum. Un juif du nom de Hermann possédait une fabrique d'emballage pharmaceutique. Leib Landstein et Schlama Greenstein ont habité là durant la période du ghetto. L'immeuble du numéro 46 fut construit par l'entrepreneur Raïm Gerkovitch pour le compte du propriétaire Rosenberg. Habitait là Hersch Sokol. Durant la période du ghetto ont habité là Stanisław Awapin et sa famille. L'immeuble du 46A appartenait initialement à Raïm Gerkovitch. En 1930, il était devenu la propriété des époux Gourevitch. C'est entre ces murs qu'est né, en 1919, un grand compositeur, Mieczysław Weinberg, de son prénom Moïse. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il trouve refuge en Union soviétique, où il passera le reste de son existence. Il y nouera une amitié profonde avec Dmitri Shostakovich. Le propriétaire de l'immeuble numéro 49 était Schlama Galanter. Durant la période du ghetto a habité là Tauba Grossman. L'immeuble du numéro 55 a été construit juste avant la guerre. La société d'essence, huile et aromas terrestres qui se trouvait là appartenait à un juif du nom de Strumfeld. Habitait également là l'ingénieur Israël Kurz. L'immeuble a été démoli en 2012. La brasserie Daniszewski, au numéro 59, fut reprise par deux Polonais d'origine allemande, Jan Henryk Klawe et Błażej Haberbusch. Ensemble, ils s'associèrent à un industriel polonais, Konstanty Schiller. Ainsi naquit la brasserie Haberbusch et Schiller, qui devint la plus grande de Varsovie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils développèrent l'entreprise avec une bière bavaroise et une porter originale issue d'une fermentation à l'anglaise. Créée en 1846, la brasserie fut sans nul doute la plus grande entreprise de la rue Krormalna un siècle durant. Parmi les actionnaires, on comptait la famille Oppenheim. Les poules volent, les
En 1933, la célèbre chanteuse française Miss Tinguette se rendit à Varsovie pour une série de concerts. Elle posa au 59 rue Kranmalna pour une photo promotionnelle devant la brasserie Haberbusch Chile, symbole du prestige et du glamour de l'époque. Pendant la guerre, Alexander Schiele, petit-fils du cofondateur de la brasserie et alors directeur, distribuait lui-même nourriture et pansements à travers un trou percé dans le mur de l'entreprise, mitoyenne du ghetto. Avec l'aide de sa femme Zofia, il offrit refuge à une douzaine de juifs et hébergea 2 familles dans leur maison privée de Konstantin, au sud de Varsovie. Les époux Schiele ont été honorés à titre posthume du titre de Juste parmi les nations en 2015. Au 92 de la rue Kranmalna, devenu aujourd'hui le 6 de la rue Yaktorovska, se dresse toujours l'orphelinat fondé par Janusz Korczak. C'est en 1912 que Janusz Korczak et Stefania Wilczynska ouvrent l'orphelinat qui a été spécialement construit au 92 pour accueillir les orphelins. Médecin, pédagogue et écrivain, Korczak y met en pratique ses idées novatrices d'éducation fondées sur le respect et la participation des enfants. Pendant près de 30 ans, l'orphelinat accueille et forme des centaines d'orphelins juifs, devenant un lieu modèle d'expérimentation sociale et pédagogique. En 1940, l'orphelinat est transféré de force dans le ghetto de Varsovie, où Korczak reste auprès des enfants jusqu'à leur déportation en 1942. Des enfants y sont encore hébergés au dernier étage, tandis que les services administratifs du bâtiment assurent la gestion d'autres établissements d'accueil et d'éducation de Varsovie. On y trouve également une antenne du musée de Varsovie qui abrite un centre d'archives et d'expositions consacré à la mémoire de Janusz Korczak. La rue Kranmalna n'était ni belle, ni propre, ni calme. Mais c'était ma rue. Et tout ce que je savais du monde venait d'elle. Elle sentait le pain noir, le charbon humide, la soupe aux choux et parfois la misère nue. Les pavés y résonnaient du bruit des roues de charrettes, des sabots des chevaux fatigués, des cris des marchands de harengs et des enfants qui jouaient au cerceau. Aux fenêtres pendaient des rideaux en dentelle fatiguée. L'hiver, la buée des poêles dessinait des arabesques sur les vitres. L'été, on laissait tout ouvert et les conversations s'échappaient jusque dans la rue. Disputes conjugales, bénédictions marmonnées, lamentations, récitations d'enfants. Et malgré la pauvreté, malgré l'humidité, malgré le bruit, la rue Kranmalna avait une chaleur, une humanité, une sorte de chaos sacré. Aujourd'hui, elle a disparu. Même son nom sonne comme un écho d'un monde effacé. Mais moi, quand je ferme les yeux, je la revois. La marchande de galettes, le cocher qui s'endort sur son siège, le libraire qui tousse derrière ses volumes de Talmud. Et j'y suis encore, un petit garçon qui écoute le monde depuis l'ombre du poêle. Hammerschlag, Isaacson, Coyne, Weissmann, Wassermann, Widerschall, Goldstein, Meislitz, Kurz, Friedman, Litwak, Hanower, Lewkowicz, Warszawski, Bankier, Nussbaum, Braintych, Hermann, Gruszka,
Wachsberg, Żagiel, Klein, Brennmiller, Groner, Rosenstrauch, Strochmann, Wurzelmann, Gerberbaum, Krum, Oberrothmann, Kula, Leib, Sokół, Abend, Goldflamm, Kleiman, Kopczak, Grommel, Strumfeld, Kurz, Borenstein.